RFI Paris, 7h30, Libreville, 6h30. Sébastien Gédor. Afrique Matin avec Anthony Latier pour un nouveau journal. Bonjour Anthony. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une, le Gabon avec des incidents violents hier à Libreville entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposant André Baobam. Des gaz lacrymogènes ont été tirés contre les manifestants. Le calme est revenu dans la soirée. Au Cameroun, là, les policiers sont intervenus pour mettre fin à une conférence de presse du mouvement pour la renaissance du Cameroun, une nouvelle coalition de l'opposition. Le chanteur congolais Koffi Olomidé accusé de coups et blessures volontaires. Il comparaît depuis hier devant un tribunal de Kinshasa. Il a passé la nuit en prison. Et puis dans ce journal également, le témoignage d'un Britannique qui a fait un séjour dans les geôles soudanaises. Il raconte les tortures infligées aux opposants. Libreville a donc été le théâtre hier de violents incidents entre forces de l'ordre et partisans de l'opposant André Baobam. Dès son retour samedi dernier au Gabon, après 14 mois d'absence, l'ancien ministre de l'Intérieur avait appelé à une manifestation, un rassemblement qui n'a pas été autorisé. Rappelons que le parti d'André Baobam, l'Union nationale, a été dissous. Les violences d'hier ont fait plusieurs blessés. L'opposition parle même de 3 morts. Le pouvoir dément. Nicolas Sûr. Tirs de gaz lacrymogène, voitures saccagées, poubelles incendiées. La situation est restée très tendue tout l'après-midi dans les quartiers cocotiers Nkembo de Libreville. L'Union nationale, le parti dissous d'André Baobam, avait appelé à manifester pour réclamer une conférence nationale destinée à sortir de la crise politique. Mais pour les autorités qui ont déjà opposé un refus catégorique à cette conférence, il n'était pas question de laisser se rassembler les partisans du dissident. Ils n'avaient pas l'autorisation nécessaire, a expliqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Les manifestants qui contestent la légitimité des autorités en place n'ont pas voulu se laisser impressionner. Ils ont été violemment dispersés par des policiers. Dans la soirée, lors d'une conférence de presse, l'opposant Zachary Miboto a affirmé que les brutalités des forces de l'ordre avaient coûté la vie à 3 femmes. Bilan invérifiable de sources indépendantes et catégoriquement démenti dans la nuit par la procureure de la République. Démenti fourni également par le ministère de l'Intérieur, dont le porte-parole s'est exprimé hier soir à la télévision. Il a dénoncé les dérives préméditées et a annoncé que les interpellations allaient se poursuivre. Une star en prison, le chanteur congolais Koffi Olomidé a passé la nuit derrière les barreaux. Oui, il a comparu hier soir devant un tribunal de Kinshasa pour coups et blessures volontaires. Il est accusé d'être impliqué dans une altercation qui s'est déroulée dans un hôtel de luxe de la capitale Kinshasa. L'audience doit reprendre ce matin. Bruno Minas. Dans une salle d'audience bruyante et pleine à craquer, vêtue de jeans et chaussée de Santiago, Koffi Olomidé est entouré d'un aréopage de robe noire. Il a contracté pas moins de 15 avocats pour le défendre. À quelques mètres sur sa gauche, le plaignant, Diego, un jeune Congolais producteur de musique dans le quartier africain de Château-Rouge à Paris. Il accuse Koffi Olomidé de l'avoir agressé dans sa chambre d'hôtel le matin même vers 10h. Il reconnaît qu'il devait de l'argent au chanteur, 3 000 €, dit-il, mais un avocat de Koffi parle de 6 000. Le plaignant affirme que Koffi l'a frappé délibérément. Une femme de chambre a donné l'alerte. Un gardien de l'hôtel dit qu'il a reçu lui aussi un coup de poing de Koffi Olomidé. Résultat, la star passe en flagrant délit pour coups et blessures et destruction méchante. C'est le terme juridique employé ici pour désigner le vandalisme, car la porte de la chambre a été endommagée. La destruction méchante est plus gravement punie que les coups. À 22h30 hier soir, le juge a décidé de reporter les plaidoiries et le verdict à aujourd'hui et de maintenir Koffi Olomidé sous les verrous en attendant. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Et sur la scène politique de RDC, plusieurs partis d'opposition ont signé hier une charte dite de la majorité présidentielle populaire, la MPP. Il s'agit en fait des partis soutenant l'opposant historique Étienne Tshisekedi qui se considère toujours comme le vainqueur de la présidentielle de l'an passé. On a appris qu'hier, plus de 60 mineurs ont trouvé la mort lundi dans l'éboulement d'une carrière située à plus de 120 km de Mambasa dans la province orientale. Selon la radio Okapi, l'accident s'est produit quand les creuseurs se sont précipités pour arriver les premiers au fond de cette carrière. Toujours en RDC, les casques bleus de la MONUSCO ont mis en place des postes de contrôle en Ituri dans la province orientale et dans le Massissi dans la province du Nord Kivu, des régions où sévissent plusieurs groupes armés. Au procès de Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale, la défense poursuit l'audition de ses témoins. Depuis avant-hier, les avocats de l'ancien président congolais ont la parole. Jean-Pierre Bemba, je vous le rappelle, est
poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ces hommes en Centrafrique en 2002 et 2003, lorsqu'ils avaient été appelés en renfort par le président centrafricain Ange Félix Patassé. La Cour a donc continué hier d'entendre le témoignage d'un expert militaire français qui affirme que les forces du mouvement de libération du Congo ont agi sous commandement centrafricain, alors que dans la salle d'audience, plusieurs partisans congolais de Jean-Pierre Bemba sont venus soutenir l'accusé. À La Haye, aux Pays-Bas, Charlotte Hydrac. Ils sont venus pour la plupart de Belgique, sans bagages, mais avec les sandwichs pour la pause déjeuner. Beaucoup ont profité du jour férié de l'Assomption pour faire le déplacement. Pour Charles, c'est la première fois. Pourquoi je suis venu pour la première fois? Parce que je ne fais pas partie du MLC, je n'ai fait partie d'aucun parti politique. Je me suis dit, le monsieur qui est là, c'est un bâtiment de notre pays. Il est de mon devoir de savoir m'enquérir de ce qui se passe à son sujet. D'autres sont des habitués des lieux, comme Joseph Meka, et il n'est pas venu seul. Le Bantou est avant tout solidaire. Donc nous sommes venus en groupe pour soutenir le sénateur Jean-Pierre Bemba contre une machine. Si condamnation il doit y avoir, que cela repose au niveau de la chaîne de commandement première, c'est-à-dire la République centrafricaine qui a fait appel à des troupes. Jean-Jacques Mungani, lui, en est convaincu. Jean-Pierre Bemba va prouver son innocence avant un retour en politique, espère le représentant du MLC au Benelux. Aujourd'hui, son parti politique est le deuxième parti politique d'opposition. Jean-Pierre Bemba a une réelle place demain s'il est libre dans l'échelle politique de notre pays. Jean-Pierre Bemba a-t-il conscience, derrière la vitre qui le sépare du public, du soutien de ses partisans? Tony Mwankiem en est persuadé. Il voit les Congolais, il nous voit, il est content et ça lui rassure. On est vraiment une famille aujourd'hui, il doit rentrer à la maison. Charlotte Drac, La Haye, RFI. Au Cameroun, les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin à une conférence de presse qui était en train de tenir le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le MRC est une coalition naissante qui regroupe une demi-douzaine de partis politiques d'opposition. C'est la deuxième fois que la police intervient de la sorte cette semaine contre ce mouvement. Sarah Sako était sur place pour RFI. Alors même qu'ils dénonçaient devant la presse l'interdiction il y a 3 jours de leur réunion, 2 membres du MRC ont été interrompus par une dizaine de policiers menés par le sous-préfet de Yaoundé 6. Ce dernier a ordonné l'évacuation de la salle au motif que la réunion n'avait pas été déclarée. Toutes les réunions doivent faire au moins l'objet d'une déclaration. C'est une violation de domicile, monsieur. Je vais vous assigner en justice. On ne libère pas. Après un vif échange entre le sous-préfet et Alain Foguet-Tédom, représentant du mouvement d'opposition, la réunion qui se tenait dans les bureaux de M. Foguet sera finalement ajournée. Pour rappel, lundi, à l'occasion de leur première sortie officielle, des membres du MRC avaient été séquestrés par les forces de l'ordre dans un grand hôtel de la capitale. Suite à cet incident, le ministre de l'administration du territoire, René Sadi, a fait savoir que la manifestation avait été interdite car au lieu de porter sur le changement de dénomination du parti, comme annoncé sur le papier, elle s'était transformée en lancement des activités d'une coalition de partis politiques. Le MRC, qui affirme avoir été en règle, crie de son côté au sabotage politique. Sarah Sako, Yaoundé, RFI. Plus que quelques heures et l'ultimatum de la SADC aura expiré. Ultimatum pour que le président de la transition à Madagascar, Andry Rajoelina, et son prédécesseur Marc Ravalomanana trouvent un accord de sortie de crise. Après 3 ans de conflit ouvert entre les deux hommes, il apparaît improbable qu'un accord soit signé d'ici minuit. En tout cas, les chefs d'État d'Afrique australe évoqueront ce dossier. Demain, ils se retrouveront à Maputo, au Mozambique. Il est 8h38 à Madagascar. Un témoignage maintenant, celui d'un homme qui a vu les tortures qu'on inflige aux prisonniers au Soudan. Il s'agit d'un Britannique qui a fait un passage en prison à Khartoum. Il a raconté son séjour. Le régime soudanais est fréquemment pointé du doigt pour des arrestations arbitraires et des violations des droits de l'homme. Gaël Alex. Coups de poing, de bâton ou de barre de fer, mise en scène d'exécution, privation de sommeil, autant de tortures infligées par les officiers du NSS, le service national de la sûreté. Depuis les printemps arabes, le régime d'Omar el-Béchir sombre dans la paranoïa. Magdi el-Bardadi est anglais. Venu ouvrir un restaurant à Khartoum l'année dernière, il s'est retrouvé derrière les verrous, accusé de fomenter une révolution. Lui-même torturé, il a assisté aux pires sévices et raconte le sort de ses voisins de cellule.
2 garçons qui étaient à mes côtés avaient environ 16 ans. Ils ont fait du breakdance dans les rues à l'heure de la prière musulmane. Alors ils ont emmené ces 2 gosses dans ma cellule et leur ont cassé les jambes avec des bâtons. Ils les ont frappés. Et je n'ai jamais vu personne se faire battre comme ça de toute ma vie. Ils étaient à 1 mètre de moi, battus 6 fois par jour, plus de fois qu'il n'y a de prière. Et tout ça sans raison, sans preuve, pour rien. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour mériter ce niveau de violence? Et ce ne sont que des enfants, des gamins qui ne se sont même pas rasés une fois dans leur vie. Les manifestations étudiantes de juin ont été réprimées à grand renfort de gaz lacrymogènes et de balles réelles. Des dizaines de militants, blogueurs et journalistes ont été mis derrière les verrous. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies a parachuté hier de la nourriture pour les réfugiés au Soudan du Sud. 32 tonnes de blé en direction de milliers de personnes bloquées par des pluies torrentielles. Des réfugiés qui ont fui les combats à la frontière nord du pays. Le PAM espère organiser d'autres parachutages de ce type. Ça revient comme un refrain. Le Mali est toujours dans l'attente du gouvernement d'union nationale. Un haut conseil d'État va également être mis sur pied prochainement avec un vice-président qui sera chargé de la défense et de l'organisation de la reconquête du nord du Mali. En attendant, les efforts de médiation avec les groupes armés du nord se poursuivent. Il y a différentes initiatives en la matière, celle du Burkina Faso, celle du Haut Conseil islamique, mais il faut aussi compter avec les filières maliennes de négociation. Dernière mission en date, celle de notables de la région de Gao, présentés comme proches du Moujao, qui viennent d'arriver à Bamako. Serge Daniel. On connaissait le canal du Haut Conseil islamique du Mali qui servait de négociation. Il n'y a pas longtemps, ses responsables ont organisé l'acheminement de convois humanitaires dans le nord avant de repartir pour engager les négociations avec les islamistes. Les 2 parties se sont entendues sur une chose, dialoguer et non faire la guerre pour arriver à une paix durable dans le nord du Mali. Mais depuis quelques jours, il y a un nouveau canal pour discuter avec les islamistes. Il s'agit de notables de la région de Gao, actuellement présents à Bamako. Ils ont dans un passé récent été à tort ou à raison accusés d'être proches du Moujao, organisation des islamistes qui contrôle la région de Gao. En tout cas, depuis leur arrivée ici, ils ne sont pas du tout inquiétés et d'après nos informations, ils estiment même pouvoir mettre tout leur poids dans la balance pour que le pouvoir central de Bamako exerce à nouveau son autorité dans le nord. Une paix made in Mali, c'est également l'objectif de plusieurs associations et de partis politiques locaux regroupés au sein de la coalition pour le Mali. Des membres de ce regroupement sont actuellement dans les 3 régions du nord du Mali en tant que messagers de la paix. Serge Daniel, Bamako, RFI. Et puis, une nouvelle estimation du nombre de personnes qui ont fui leur domicile depuis le début de l'année au Mali, elle serait près de 436 000, estimation fournie par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. La plupart de ces personnes, 260 000, se sont réfugiées dans les pays voisins du Mali. Les autres sont déplacés mais sont toujours au Mali. Du nouveau, dans l'enquête sur l'attaque lundi d'un poste militaire à Pécambli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, 6 hommes, 6 Ivoiriens soupçonnés d'être impliqués ont été arrêtés au Libéria, dans une zone frontalière. Selon le ministre libérien de la Défense, ils fuyaient la Côte d'Ivoire pour le Libéria. À cause de cette attaque, ces 6 hommes ont été transférés en prison. 2 personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi à Gawa, dans le sud-ouest du Burkina Faso, par des manifestants qui protestaient contre la mort d'un jeune garçon qui était venu d'un village voisin vendre des bêtes à Gawa. L'actualité sportive maintenant, nous allons au Burkina Faso qui expérimente un nouveau championnat, la Super Division. Les 8 meilleures équipes de la première partie de la saison s'affrontent en effet pour désigner le champion, une expérience qui favorise le spectacle. 2 journées ont déjà été jouées. Gabriel Barrois. Après avoir conclu fin juillet la phase de poule d'un championnat national qui s'est articulé cette saison autour de 20 formations, le Burkina Faso entame en ce moment la Super Division qui engage la participation des 8 meilleurs clubs du pays. L'Asfa Yenega, le champion sortant qui aborde de manière sereine la compétition depuis le week-end dernier, se positionne seul en tête du classement avec 6 points grâce à 2 victoires de rang arrachées à l'US Forces Armées et au Racing Club de Bobo Dioulasso. L'étoile filante de Ouagadougou, doublement tenue au nul par Bobo Sport et l'AS Sonabel, ne totalise que 2 points et devra dominer la concurrence des autres formations pour espérer rattraper l'Asfa Yenega dans sa position de leader.
Tâche on ne peut plus délicate quand on sait que la superdivision oblige toutes les équipes à se transcender. Sinon, comment comprendre que l'équipe provinciale du Bouloumpuku de Koudougou soit venue à bout de l'immense US Forces Armées par 1-0 ou que la modeste formation de l'Union sportive du Yatenga corrige sévèrement en déplacement Bobosport par 3-0. C'est peut-être tout dire sur la nette disposition de corps et d'esprit qui habite des équipes engagées à la superdivision pour la première fois. Gabriel Barois, Ouagadougou, RFI. Enfin, plusieurs sélections africaines ont joué hier dans le cadre d'une série de matchs amicaux. La Côte d'Ivoire obtient le nul face à la Russie, 1-1. 1-1 également entre le Ghana et la Chine. Le Niger et le Nigeria se neutralisent, 0-0. Match nul aussi entre la Tunisie et l'Iran, 2-2. Enfin, défaite de la Zambie en Corée du Sud, 2-1. Vous retrouvez maintenant Sébastien Gédor, il est 7h45 ici à Paris. C'était le journal d'Anthony Lati, à tout à l'heure. RFI Afrique. Bamako, Libreville, N'Djamena, merci d'être avec nous sur RFI. Dans un instant, le dilemme des humanitaires au Mali. Comment intervenir dans le Nord? Y aller, c'est prendre le risque d'être instrumentalisé, voire menacé par les islamistes. Ne pas y aller, c'est prendre le risque d'abandonner les habitants. Reportage de David Bachet. Pour le moment, Bamako bloque l'envoi de troupes internationales dans le Nord. Mais si une force des pays voisins devait voir le jour, qui y participerait? Le président tchadien Idriss Déby s'est dit prêt à envoyer des troupes, mais cela ne fait pas l'unanimité. Il s'agit d'engager des enfants du Tchad sur un territoire étranger. Et donc cette question-là, de notre point de vue, ne lève pas d'une seule personne, fut-elle président de la République. C'est une question qui doit être débattue à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'on donne l'autorisation aux troupes nationales d'aller à l'étranger. Saleh Kebzabo, l'un des chefs de file de l'opposition tchadienne qui réclame un débat national sur l'envoi éventuel de troupes tchadiennes au Mali. Il est notre invité dans quelques instants, mais d'abord les titres. Violents incidents hier à Libreville au Gabon entre les forces de l'ordre et des partisans de l'ancien ministre de l'Intérieur passé à l'opposition, André Mbaobam, qui voulait manifester. Plusieurs personnes ont été arrêtées. L'opposition affirme par ailleurs que 3 personnes ont été tuées. Bilan invérifiable de sources indépendantes et catégoriquement démenti par les autorités. L'ONU dénonce des crimes de guerre commis en Syrie par les forces loyalistes et dans une moindre mesure par les rebelles. Exécutions sommaires, tortures, arrestations arbitraires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui pour décider du sort de sa mission d'observateur dont le mandat s'achève dans 3 jours. L'Équateur doit dire dans la journée s'il accepte ou non la demande d'asile politique de Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks, qui s'est spécialisé dans la révélation de documents secrets, est réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres depuis 2 mois. La Grande-Bretagne se dit déterminée à l'extrader vers la Suède où Julian Assange est accusé de viol. Peut-on travailler dans le Nord Mali sous contrôle des islamistes et des groupes armés? La question se pose pour les humanitaires tout particulièrement. Ceux qui sont sur place sont sous pression, mais ils n'imaginent pas abandonner les habitants. RFI Bamako, David Bachet. Une dizaine d'ONG internationales et d'associations locales sont présentes dans le Nord Mali. Parmi elles, Alima est l'une des rares à travailler dans la région de Tombouctou depuis le début du mois de mars. Selon Guillaume Barret, son représentant dans le pays, intervenir dans le Nord est tout à fait possible. À partir du mois d'avril, quand il y a eu vraiment l'offensive rebelle sur le nord du pays, il y a eu quelques semaines de gap un peu sur l'approvisionnement, notamment en médicaments et en matériel divers, quoi. Mais aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs mois qu'on n'a plus ce problème-là, quoi. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est des acteurs. Seule contrainte de taille, l'impossibilité d'envoyer dans le nord des expatriés occidentaux qui seraient immédiatement pris en otage par les islamistes. Les humanitaires autorisés sur place sont donc des expatriés africains, des Maliens du Sud, voire des habitants de la région. Guillaume Barret. On travaille dans le Nord avec des équipes qui sont dans la grande majorité issues de la région de Tombouctou, qu'on a trouvé sur place dans certains cas, qu'on a fait revenir sur zone dans d'autres. Je pense que notre équipe est à peu près à l'image de la pluralité ethnique de cette zone. Si les humanitaires peuvent travailler, ils rencontrent cependant certaines difficultés. Par exemple, pour atteindre les populations nomades éloignées des centres urbains ou encore pour avoir un lien direct avec les femmes et les enfants mis à l'écart par les islamistes. Mais la principale difficulté reste à venir. Frédéric Cizaret est représentant adjoint de l'UNICEF. Depuis début avril, l'agence onusienne a envoyé plus de 20 camions dans le nord du pays. Son inquiétude actuelle, la perspective d'une intervention militaire.
probablement un des premiers effets, ce sera de verrouiller effectivement l'accès au nord. Ça risque de compliquer, on risque probablement d'avoir de nouveaux déplacements. Et là, effectivement, pour acheminer de l'aide, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, pour continuer d'apporter l'aide, il faut réfléchir à de nouvelles manières de faire. Frédéric Cizaré. On essaye de voir un petit peu avec nos collègues du Niger et nos collègues de la Mauritanie comment on peut continuer à avoir accès. On est en train de regarder aussi et de voir un peu avec certaines ONG internationales une espèce de continuité. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi imaginer que on fonctionne déjà avec elles sur le Mali, mais on pourrait aussi continuer à fonctionner depuis d'autres bases comme celle de Niamey. Au Nord Mali, le nombre d'acteurs humanitaires déjà insuffisant pourrait bien se réduire encore davantage au moment où les populations en auront le plus besoin. David Bachet, Bamako, RFI. Une question se pose en marge de cette crise au Nord Mali. Le Tchad doit-il envoyer des troupes dans la région, des troupes sous mandat international pour aider à reconquérir cette partie du territoire malien? Oui, a répondu le président tchadien Idriss Déby il y a un mois, mais cette idée ne convainc pas tout le monde. L'opposition réclame d'abord un débat national sur cette question. Saleh Kebzabo, l'un des chefs de file de l'opposition tchadienne, est l'invité d'Olivier Roger. Bonjour Saleh Kebzabo. Bonjour. L'armée tchadienne doit-elle, selon vous, participer à une éventuelle force envoyée au Mali sous mandat international? Sur le principe lui-même d'envoyer des troupes dans un autre pays africain, c'est une question de modalité et de conditions. Et en l'espèce, si la question sur le Mali devait se poser, je crois que ce n'est pas seulement une question tchadienne, c'est une question africaine, c'est une question internationale. Mais nous, là où on est un peu gênés aux entournures, c'est que cette question-là, on ne pense pas qu'il faille qu'elle soit traitée uniquement comme une gestion personnelle par le président Déby. Il s'agit d'engager des enfants du Tchad sur un territoire étranger. Il s'agit d'envoyer des enfants du Tchad en guerre dans un autre pays. Et donc cette question-là, de notre point de vue, ne lève pas d'une seule personne, fût-elle président de la République. C'est une question qui doit être débattue à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'on donne l'autorisation aux troupes nationales d'aller à l'étranger. C'est-à-dire que lorsque le président décide d'envoyer l'armée nationale à l'étranger, il doit d'abord consulter l'Assemblée nationale. Dans tous les pays démocratiques, c'est comme cela que ça se passe. Et nous insistons que cela se passe ainsi parce que les Tchadiens n'ont pas oublié qu'il y a une dizaine d'années, nos soldats sont allés mourir en Équateur au Congo sans que personne n'en soit informé, sans que même les parents en leur rendent compte. On ne sait pas qui est mort, on ne sait pas pourquoi ils sont morts. Et c'est des dizaines et des dizaines de Tchadiens qui sont morts au Congo. Donc nous pensons que cela ne doit pas se répéter. Et la même chose se passe aujourd'hui en RCA, où les troupes tchadiennes maintiennent à bout de bras le président Bozizé au pouvoir. Le président Bozizé qui a été amené au pouvoir par les mêmes troupes tchadiennes, qui assurent sa sécurité personnelle, qui aujourd'hui vont traquer les rebelles centrafricains en territoire centrafricain. Je crois que ça aussi, c'est une situation qui n'est pas normale. Les Tchadiens ne sont pas d'accord d'aller comme ça mourir pour rien, sans savoir pourquoi à l'étranger. Pour ce qui concerne le Mali, c'est une cause qui est noble, parce que c'est un pays africain qui est victime d'un démantèlement et qui est en train de perdre sa souveraineté et qui perd une partie de son territoire. Donc là, je pense que la solidarité africaine impose effectivement que toute l'Afrique se mobilise, et non pas seulement une partie de l'Afrique, pour aller aider les frères maliens à recouvrer leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Est-ce que la crise au Nord Mali est une menace pour le Tchad? C'est une menace indirecte. Vous avez au Mali l'AQMI, Qaïda et autres qui sont en train de s'implanter, et si on n'y prend pas garde, ils vont s'implanter durablement. Vous avez au nord du Nigeria Boko Haram. Vous avez une branche qui veut s'en réclamer en République centrafricaine. Vous avez la situation au Soudan, au sud et dans le Darfour qui n'est toujours pas réglée. Vous avez plus loin la situation en Somalie. Et tout cela a en commun d'avoir ce qu'on appelle la bande sahélo-saharienne. Et donc le Tchad est bien sûr concerné puisqu'il se retrouve au milieu de tout ça. Mais bien sûr qu'au-delà des Tchadiens, c'est tous les Africains qui sont concernés par cette tentative de déstabilisation de l'Afrique et du monde, parce qu'il s'agit du terrorisme international qui est en train de vouloir s'implanter au cœur de l'Afrique. Et il faut donc vraiment épauler les Maliens. Il faut tout faire pour mettre fin à cette situation. Est-ce qu'il existe au Tchad une unité au sein de la classe politique quant à la nécessité d'éradiquer la menace terroriste et notamment celle de Boko Haram qui est encore plus proche que celle d'AQMI? Puisque ces questions-là sont gérées aussi de façon privative par le pouvoir, qui n'y associe personne, qui n'informe personne, qui ne consulte personne, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous savons tout simplement qu'il y a quelques mois ou l'année dernière, les dirigeants de Boko Haram nigérians ont été arrêtés ici pour être renvoyés dans leur pays.
Nous savons par le Nigeria que beaucoup de Tchadiens là-bas au Nigeria sont impliqués dans ces affaires de Boko Haram, sans plus. Mais je crois que les Tchadiens devraient avoir plus d'informations que cela de la part du pouvoir pour que le moment venu, si des événements devaient arriver, qu'on soit déjà au courant et non pas qu'on nous appelle la veille pour nous dire qu'il se passe tout cela. Les chefs de parti en particulier devraient avoir plus d'informations de la part du gouvernement, mais ça n'est pas le cas actuellement. Est-ce que derrière l'idée de participer à une éventuelle force internationale au Mali, Idriss Déby ne voit pas aussi l'opportunité de régler certains problèmes internes au sein de ces forces armées? Disons que c'est une opportunité qui se présente à lui et qu'il va savoir saisir. Au plan intérieur, comme vous le dites, un certain nombre de contradictions qui éclatent au sein de notre armée, dont la caractéristique principale est qu'en fait, elle n'a de national que le nom. C'est une armée tout à fait clanique. Donc c'est peut-être pour lui une opportunité d'éloigner certains éléments. C'est peut-être aussi pour lui une opportunité de gérer certains problèmes politiques, notamment dans ses relations avec la France. Pour lui, c'est du pain béni comme ça qui lui tombe dessus. Je pense qu'il saura monnayer, entre guillemets, tout cela. Vous voulez dire que pour lui, le Mali pourrait représenter une occasion de redorer son blason? Bien entendu, ça tout le monde le dit. Nous savons très bien que ses relations avec la France, même à la fin du pouvoir de Sarkozy déjà, n'étaient pas très très exigeantes. Mais s'il a une opportunité aujourd'hui de redorer son blason, de faire en sorte que un certain nombre de questions qui fâchent dans les rapports franco-tchadiens puissent être réglées, je pense qu'il n'hésitera pas à le faire. Hein, et il est évident qu'il va monnayer cette affaire, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Saleh Kebzabo. Saleh Kebzabo, le chef de file de l'opposition tchadienne, il répondait aux questions d'Olivier Roger. Dans un instant, l'économie sur RFI. La Villa Pergolaise. L'Afrique a désormais son cadre au cœur de Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Dans le mythique Triangle d'Or, dans un cadre somptueux, la gastronomie africaine et ses subtils mélanges de saveurs vous accueillent du lundi au dimanche. Pour vos déjeuners et dîners d'affaires, pour vos réceptions ou tout simplement pour un dépaysement. La Villa Pergolaise, une adresse bien africaine, c'est-à-dire moderne et résolument tournée vers l'avenir. Au 17 rue de la Pergolaise, dans le 16e arrondissement de Paris, métro Porte-Maillot ou Argentine. Réservation au 0033 1 44 17 99 88. L'atelier des médias, Ziad Malouf. Les langues face aux nouvelles technologies. Entre menaces de disparition massive et nouveaux outils de traduction automatique, y compris vocale, quel avenir pour nos langues et nos écritures? Nous en parlions avec nos invités en février dernier à l'occasion du salon Expolangue. Rediffusion cette semaine. L'atelier des médias. Ziad Malouf. Samedi, à partir de 14h10 TU. RFI. À la une de l'économie sur RFI, un nouvel acteur sur les marchés africains, Bourse Africa Limited, filiale d'une puissante compagnie financière indienne, prépare d'ici la fin de l'année le lancement d'un marché à terme des matières premières à Gaborone. Ce sont les produits agricoles et les métaux qui devraient être cotés dans la capitale du Botswana. Une autre place boursière a été lancée au Malawi et la bourse de Johannesburg prépare un contrat sur le maïs zambien. L'effervescence financière en Afrique, c'est un dossier de Jean-Pierre Boris. L'Afrique se développe et le secteur financier n'y échappe pas. Le marché des matières premières, qui est en préparation à Gaborone, au Botswana, est une pièce de ce bouleversement. Adam Gross, directeur de la stratégie de Bourse Africa Limited. Nous croyons que le continent africain est la dernière région au monde pour laquelle, à part l'Afrique du Sud, il n'y a aucun marché dérivé, des institutions très courantes sur les marchés des capitaux. Sur le continent, il y a beaucoup de liquidités disponibles. Une partie pourrait être injectée immédiatement et pour une autre partie, il faudra un peu de temps pour former le monde bancaire régional, les investisseurs potentiels et la chaîne de production de matières premières afin qu'ils puissent intervenir sur ce marché boursier. Mais il y a déjà un marché des matières premières à Johannesburg, en Afrique du Sud, un autre en Éthiopie et un troisième au Malawi. Une concurrence potentiellement risquée, comme l'explique André van der Vijver, professeur à l'université de Pretoria. Il faut prendre en considération les bourses qui existent déjà. Si vous lancez une nouvelle plateforme, est-ce qu'elle sera complémentaire des autres ou est-ce qu'elle sera concurrente? On ne peut pas ignorer par exemple le marché dont j'ai travaillé à élaborer les règles, le marché basé au Malawi qui va rapidement se développer. Donc si on lance un nouveau marché, la question c'est son positionnement par rapport aux autres.
Malgré tout, dans le monde de la finance, ces développements sont plutôt bien accueillis. Pourtant, le banquier d'affaires Fabrice Agbobli, patron du groupe Talion, estime qu'il ne devrait pas changer grand-chose à l'attractivité financière du continent africain. Maintenant, est-ce que le capitalisme africain aura la capacité de peser sur les marchés internationaux? J'en suis peu convaincu dans la mesure où les capacités des investisseurs africains sont quand même limitées. Les capitaux, plus le risque est élevé, plus la rentabilité doit être élevée. Aujourd'hui, les investisseurs peuvent placer leur argent dans des titres de pays de l'OCDE qui ont des rendements identiques aux rendements des pays émergents. Et donc, à risque moindre, mieux vaut investir dans les pays développés qu'en Afrique, par exemple. Afrique Économie, un dossier de Jean-Pierre Boris. À venir sur RFI, un nouveau journal et puis l'Afrique de l'Ouest menacée par les inondations. C'est la revue de presse. Restez avec nous.